cette conférence Idées for Development, une conférence ce soir avec ce titre que vous voyez derrière moi, République centrafricaine, quelles réponses peuvent apporter les partenaires internationaux à la crise ? Un an, tout juste après la décision de François Hollande d'envoyer, vous le savez, des forces françaises, on peut dire d'ailleurs d'autres forces françaises, puisqu'il y avait déjà des forces françaises présentes en Centrafrique à ce moment-là. C'était le 5 décembre 2013, l'opération Sangaris. Moi, je m'appelle Thomas Chauvineau, je travaille pour France Inter et Canal+ également. Et il se trouve qu'il n'y a pas très longtemps, pour Canal+, on recevait Norbert Elias. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce jeune photographe qui avait été en otage en Syrie. Et il revenait justement de Centrafrique. Et il nous disait, sur le plateau de l'émission pour laquelle je travaille, qui s'appelle La Nouvelle Édition, qu'il trouvait que les médias français s'intéressaient assez peu à ce conflit, curieusement, alors qu'on fêtait justement cette fameuse date anniversaire, et que d'habitude, les médias français généralistes, parce que ce n'est pas le cas des RFI, on en parlait à l'instant, les médias français généralistes s'intéressent beaucoup, dès qu'il y a une date anniversaire, à ce type de conflit. Et là, il y avait assez peu de relais médiatiques. C'était voilà, le constat que faisait Elias, un constat que je fais aussi, un constat préliminaire, disons. Cette conférence va se dérouler en deux temps. D'abord, il va y avoir un échange qu'on aura ici avec chacun des panélistes qui pourra évoquer son point de vue pendant environ 3 quarts d'heure. Puis il y aura ensuite un échange d'également 3 quarts d'heure avec vous, et je vous suggère d'ores et déjà de noter sur un coin de feuille, si jamais au cours des échanges qu'on a dans les premiers 3 quarts d'heure, des idées vous viennent, des envies de réagir sur ce qui aura été dit, de ne pas hésiter à le noter sur un coin de feuille, ça pourra nous servir tout à l'heure pour le débat, ça pourra lancer la machine du débat. Cette conférence, comme toutes les conférences Idées for Development, est filmée. Elle sera aussi live tweetée, je crois. Alors on pourra la voir sur le site ideasfordevelopment.org, le site de l'AFD, et également sur Twitter, c'est @idesford. 4 invités aujourd'hui pour répondre à cette question. Donc quelles réponses peuvent apporter les partenaires internationaux à la crise en Centrafrique ? Fanny Martin-Blondel, bonsoir. Vous êtes d'ailleurs vous-même rendu en Centrafrique, vous représentez l'ONG Première Urgence. Irshad Razali, bonjour. Bonjour. Vous gérez ce nouvel outil qui s'appelle le fonds Bécou, et sur lequel on aura l'occasion largement de revenir tout au cours de cette heure et demie qu'on va passer ensemble. Thierry Vircoulon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du programme Afrique centrale d'International Crisis Group. Et enfin, Philippe Chedan, bonjour. Directeur adjoint du département Afrique d'ici, de l'Agence française du développement. Et je crois que la conférence sera introduite par Jean-Marc Gravellini. Bonjour. Enfin, bonsoir. Bonjour, même maintenant. Bonsoir. Vous êtes directeur exécutif en charge des opérations à l'AFD. Et donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je ne serai pas très long. Donc, effectivement, j'ai vraiment le grand plaisir de vous accueillir ce soir, ici à l'Agence française, pour cette nouvelle conférence d'Idées for Dev, pour le développement. Et donc, c'est un moment important. Régulièrement, nous avons le plaisir, effectivement, de partager avec les différents acteurs avec lesquels nous travaillons. Et je crois que pour nous, ce soir, c'est particulièrement important, parce que c'est vrai que, en tant que bailleur de fonds, en tant que banque de développement, en tant que financeur de projets de développement sur le long terme, l'intervention dans des pays en crise ou en post-crise n'était pas, jusqu'à ces dernières années, dans notre champ d'activité traditionnel. Mais c'est vrai que la multiplication des crises, crise politique, crise militaire, crise sanitaire, nous a amené depuis quelque temps à travailler dans cet environnement très, très particulier. Et l'intérêt de cette conférence ce soir, à travers les échanges qui auront lieu avec nos panélistes et à travers les discussions qui pourront suivre, c'est aussi d'apprendre, et dans un contexte tout à fait particulier, celui de la Centrafrique, d'affiner nos modes d'intervention, nos modes de faire. Et je crois que c'est vraiment très, très important. Traditionnellement, nous sommes plutôt un banquier du développement. Nous inscrivons, comme je disais, nos actions dans le long terme. Mais aujourd'hui, nous sommes amenés à nous intéresser sur un thème qui reviendra régulièrement, c'est ce continuum
entre l'urgence, en quelque sorte, la réponse immédiate à la crise, c'est-à-dire la reconstruction, et construire ensuite le développement. Alors évidemment, cela passe par des actions au bénéfice des populations qui subissent ces crises. Et puis, à travers la reconstruction et surtout à travers le développement, c'est travailler aussi sur ce qui est au cœur de l'origine de ces crises pour éviter évidemment qu'elles ne se répliquent. Et on a beaucoup à apprendre, je trouve très, très, très humblement, donc, de ceux qui sont les spécialistes de ces questions-là. Et encore une fois, merci d'être venus aussi nombreux. Alors, la Centrafrique, c'est évidemment un pays qui a été, je crois, on peut le dire, un pays orphelin de l'aide. Un pays qui n'a pas bénéficié pendant de nombreuses années de l'action des bailleurs de fonds. Et je crois que le grand enjeu que nous avons devant nous aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'après la crise, qu'après la reconstruction, qu'après la stabilisation, éventuellement la transition démocratique, c'est de faire de ce pays effectivement un pays partenaire et qu'il ne retombe pas ni dans la désorganisation, la déstabilisation, mais surtout qu'il ne redevienne pas effectivement un orphelin de l'aide. Et donc c'est un grand challenge, un grand défi que nous avons devant nous. Alors ça nous intéresse également donc d'écouter nos panélistes et de discuter, de débattre avec vous, parce qu'on a essayé dans ce contexte très particulier d'imaginer ou de reproduire ce qui s'était fait ailleurs, mais de mettre en place des instruments d'intervention qui ne sont pas forcément les nôtres. Et je dois saluer ici donc l'initiative de Bruxelles, fortement soutenue par la France, de créer ce fonds Bécou. On aura l'occasion avec Irshad Razli d'écouter comment ce fonds se constitue aujourd'hui, ses spécificités. Et je crois que l'enjeu, c'est véritablement de pouvoir disposer d'un outil à la fois souple, opérationnel, rapide dans ses interventions pour aider à la mise en œuvre de ce continuum entre l'urgence, la reconstruction et le développement. Voilà, je ne serai pas plus long. Encore une fois, sincèrement, nous vous remercions à l'Agence française donc d'être présent ce soir. Et sans plus attendre, donc, je vous rends la parole pour que vous puissiez la distribuer à nos différents panélistes. Et je vous souhaite donc une conférence riche, dense et encore une fois instructive, en particulier pour nous à l'Agence. Nous avons beaucoup à apprendre de vos connaissances dans ce domaine. Merci. Merci Jean-Marc Gravellini. Vous parliez de contexte particulier, on peut aussi parler finalement de cas d'école, et c'est d'ailleurs le premier angle qu'on pourra développer au cours de cette conférence qu'on aura là tous les quatre. J'en propose trois points, mais enfin bon, c'est formel, on n'est pas non plus à l'école, c'est parce qu'il fallait bien faire un plan pour commencer. Évidemment, tout ça peut voler en éclats au fur et à mesure de ce qu'on pourra se dire. Mais dans un premier temps, je pense que c'est bien de se poser cette question en quoi, en effet, la République centrafricaine est un cas d'école. Dans un deuxième temps, la nécessité aujourd'hui de créer, vous l'avez dit aussi, des nouveaux outils. On parlera du fonds Bécou, on peut parler aussi d'autre chose. La nécessité de faire une jonction entre l'urgence de l'humanitaire et le plus long terme de l'aide structurelle. Et puis, dans un troisième temps, je pense que ce sera bien de donner des exemples précis de ce qui se passe en ce moment même en Centrafrique. Je propose qu'on revienne, pour commencer, sur la genèse du conflit, puisque j'évoquais la date anniversaire du 5 décembre au tout début de la conférence en incipit. Thierry Vircoulon, peut-être que vous pouvez nous rappeler cette genèse. Oui, merci beaucoup. Merci à l'AFD pour nous accueillir aujourd'hui. Je pense qu'on peut dire, Thomas, que c'est un conflit qui vient de loin, et ça c'est un peu une configuration classique, puisque vous parliez de cas d'école tout à l'heure. Il y a évidemment plusieurs crises dans la crise centrafricaine. Le background de cette crise, c'est un déclin économique, socio-économique d'à peu près 20 ans, qui a commencé à la fin des années 80, au début des années 90. Une déstructuration progressive de l'appareil d'État qui a aussi suivi la même trajectoire historique, commencé à peu près au même moment et a suivi en fait la déconstruction
de l'économie formelle. Et puis, des éléments d'accélération, évidemment, avec les mutineries de 96, 97, avec un coup d'État en 2003, mais surtout l'impact durable d'une mauvaise gouvernance structurelle. 10 ans de Patassé et 10 ans de Bozizé, ça fait 20 ans au total, et donc ça fait 20 ans de mauvaise gouvernance structurelle. C'est ça le background de cette crise, avec des indicateurs dans la première décennie de ce siècle qui étaient des indicateurs socio-économiques de pays en guerre, dans un pays qui était considéré par la communauté internationale comme un pays en paix. Donc une espérance de vie qui plafonnait à 48 ans, une durée de scolarisation moyenne de 4 ans, des indicateurs de ce niveau, qui du coup mettaient les ONG dans une situation un peu difficile, parce que quand elle regardait les indicateurs, elle se disait qu'elle devait rester dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, etc. Mais en même temps, il y avait assez peu de financement, puisque le pays n'était pas en crise officielle pour la communauté internationale à ce moment-là. Donc il y avait une sorte de déconnexion entre la perception des choses et la réalité du terrain, qui est malheureusement là aussi quelque chose d'assez classique. Et l'élément déclencheur de cette crise, là aussi, est quelque chose de classique, puisqu'on a la trajectoire habituelle des conflits africains. La trajectoire habituelle des conflits africains commence dans le palais du président, se transmettent aux communautés et après contamine la région. Et donc c'est ce qui s'est passé à partir de la fin de 2012, avec des éléments déclencheurs qui ont été, premièrement, une modification du rapport de force entre l'armée gouvernementale et puis les rebelles de la Seleka, mais qui existaient depuis 2007, donc des groupes rebelles qui étaient déjà au contact des forces gouvernementales, mais qui ont inversé le rapport de force à un moment. Un isolement et un autisme du pouvoir qui, n'a pas vu la modification de ce rapport de force se faire, même s'il avait été informé par de multiples émissaires, et puis qui a pris un virage en 2011, qui a été un virage de l'isolement familial du clan Bozizé. Et puis là-dessus, un élément de vengeance, une coalition en fait de victimes du régime Bozizé, à la fois ceux qu'on appelait les ex-libérateurs qu'il avait accompagnés lors de son coup d'État de 2003 et puis qui avaient eu avec lui des fortunes assez diverses après et qui avaient décidé de se venger, en association avec un certain nombre de diamantaires qui avaient aussi fait les frais du régime du président Bozizé en 2008. Donc il y avait une sorte de configuration parfaite qui a tenu jusqu'à ce que la région décide de lâcher le soldat Bozizé, parce que vous vous rappelez tous des négociations de Libreville qui ont forcé, où la région, sous l'égide de la région, le président Bozizé a été forcé d'entrer dans un gouvernement de transition avec les rebelles, gouvernement qui a tenu 3 mois, puisque au bout de 3 mois, la région a compris que le président Bozizé n'avait pas l'intention d'appliquer l'accord de Libreville et a par conséquent décidé de le lâcher. Donc là, on est dans du classique. Je veux dire, c'est un peu des scénarios qu'on voit dans beaucoup d'autres conflits africains. Mais il y a un élément novateur, et l'élément novateur, c'est la religion. Puisque vous savez qu'il y a eu des violences religieuses qu'il faudrait peut-être plutôt appeler d'ailleurs des violences intercommunautaires, qui sont en fait le produit d'une sorte de violence par association. Les Seleka, provenant des communautés du nord-est du pays, donc des communautés musulmanes, ont pris le pouvoir. Ces personnes ont pris le pouvoir pour la première fois dans l'histoire de la RCA à Bangui. Et donc il y a eu une sorte d'association dans l'esprit des gens entre les Seleka et tous les musulmans. Et c'est ça qui a conduit à une escalade de la violence. Et comme je le disais, cette violence qui avait commencé ce conflit qui avait commencé dans le palais présidentiel s'est ainsi translaté au niveau des communautés. Et c'est pour là qu'on a pu voir des violences entre des chrétiens et des musulmans en Centrafrique. Bon, mais là aussi avec un background historique derrière assez important, un background de stigmatisation de la communauté musulmane, un usage aussi par le président Bozizé et son entourage en 2012 de l'argument musulman, en disant voilà, on est attaqué par des puissances musulmanes, c'est Al-Qaïda, etc. Et puis derrière, des ressentiments socio-économiques de longue durée entre musulmans et chrétiens. Et donc ça, c'est l'élément en effet novateur qui perturbe un peu la grille de lecture classique
de ce conflit, et qui en fait le rend très contemporain, puisque tout ça est réinterprété en Centrafrique, dans l'esprit des gens, mais de la Centrafrique, mais aussi de la région, dans le récit plus globalisant que nous connaissons tous, qui est celui de la guerre contre le terrorisme, et que dans le monde actuel, eh bien, les chrétiens et les musulmans sont en train de se battre dans différents endroits de la planète, et que par conséquent, ceci est la nouvelle grille de lecture du monde dans lequel nous vivons. Ces violences intercommunautaires qui ont été en tout cas l'argument utilisé par François Hollande le 5 décembre 2013 pour mettre en place cette fameuse force dont on a déjà parlé. 400 000 déplacés, alors c'est les chiffres que moi j'ai lus dans la presse, peut-être que vous en avez d'autres, des milliers de morts, 60 000 personnes qui sont encore à l'extérieur du pays. Vous vous êtes rendu, Fanny Martin-Blondel, sur place en Centrafrique. Est-ce que vous me disiez quand on a préparé cette conférence ensemble au téléphone, c'est que vous étiez assez surprise par à la fois l'aspect chronique de la crise et l'absence totale d'État? Aujourd'hui, en fait, moi je travaille pour Première Urgence Aide Médicale Internationale, qui est une ONG qui est entre autres présente en Centrafrique depuis 2007. Et finalement, ce qu'on constate depuis 2007, c'est qu'on est face à un pays qui est marqué chroniquement par une crise socio-économique, politique, sécuritaire, qui est effectivement marqué par des pics de crise tels que celui qu'on a pu connaître en décembre 2013. Mais sur les autres années, on n'a jamais cessé de faire face à une population qui connaissait des besoins extrêmement critiques sur l'ensemble des secteurs. On pense à la santé, à la sécurité alimentaire, aux infrastructures, au logement, etc. Ce qui est important pour nous, intervenants humanitaires aujourd'hui en Centrafrique, c'est d'être en capacité, en fait, de réagir en urgence aux pics de crise, notamment celle de décembre 2013, parce qu'aujourd'hui encore, en 2014, en décembre, on a encore une situation où on a 420 000 réfugiés en dehors de la Centrafrique. Ce n'est pas simplement une crise nationale, c'est une crise régionale aujourd'hui. On a encore 430 000 déplacés internes qui sont en Centrafrique, dont 40 000 toujours à Bangui, qui sont situés sur presque 36 sites de déplacés. Donc effectivement, il y a une amélioration de la situation depuis février, puisqu'en février, on avait 700 000 déplacés internes. Donc c'est beaucoup plus que 430 000, qui est le chiffre actuel. On a une amélioration de la situation, mais on est loin d'être sorti d'une situation d'urgence où la population n'aurait plus besoin d'une assistance humanitaire d'urgence dans le pays. Si on met cela à part, ça n'exclut pas que dans le reste du pays et en parallèle de cette problématique des personnes déplacées qui connaissent des besoins d'urgence dans l'ensemble des secteurs, on fait face à une crise structurelle pour laquelle il faut penser à des solutions plus durables. Et c'est pour ça qu'on a des instruments aujourd'hui qui apparaissent tels que celui du Fonds Bécou, et on se félicite de ce genre d'initiative, parce que ça permet aux intervenants humanitaires de penser, d'être en capacité de répondre aux urgences, mais aussi de commencer à pouvoir penser, à continuer à penser à des solutions davantage durables. Ce qu'on a pu noter en fait sur ces dernières années, c'est que c'est une crise qui peut facilement retomber dans les oubliettes. On est dans un monde aujourd'hui où il y a eu une multiplication des crises humanitaires qui sont sévères. Ebola, Sud-Soudan, l'Irak, la Syrie. Et évidemment, la mobilisation des financements est toujours difficile. Mais entre 2012 et 2013, la Centrafrique est un pays qui a connu effectivement une absence assez dure de financement. Et pour les intervenants humanitaires sur place, ça a été extrêmement difficile de continuer à intervenir dans le pays et d'être en capacité de pouvoir répondre à ces besoins de base. Je pense notamment à la santé. Il y a beaucoup de facteurs qui sont plutôt positifs aujourd'hui en Centrafrique et qui nous permettent de penser qu'il y a des éléments pour commencer des initiatives plus durables. Malgré tout, il y a encore de l'urgence et il faut qu'il y ait encore de la mobilisation en 2015 pour continuer à répondre à ces besoins-là. Finalement, la crise de décembre 2013 a redonné un peu une lumière à ce pays, à la RCA. Il y a certains facteurs qui sont aujourd'hui présents, un État qui pourrait se remobiliser. Malgré tout, donc nous, on travaille à Bangui, principalement sur la problématique des personnes déplacées, mais on travaille également dans le nord et dans l'ouest du pays, sur des problématiques qu'on pourrait caractériser de plus long terme. On travaille notamment dans la santé. Et dans la santé, ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est qu'on est loin d'avoir les conditions suffisantes réunies pour avoir des centres de santé qui fonctionneraient de manière autonome. Et ça, c'est des choses qu'effectivement, on ne peut pas oublier. Et dans un an,
si les conditions sécuritaires sont véritablement revenues et favorables. Ces conditions plus structurelles, on a besoin de travailler dessus. Et c'est un des principaux enjeux aujourd'hui. Merci, c'était essentiel en effet d'avoir ce point de vue, cette réalité de terrain dont parlait tout à l'heure Thierry Vircoulon. Vous avez évoqué le fonds Bécou, puisque nous avons ici le représentant du fonds Bécou, Irshad Razali. Peut-être on peut expliquer de manière assez schématique ce que c'est, en quoi ça consiste, et surtout montrer que c'est finalement un nouvel outil qu'il a fallu mettre en place pour répondre à ce que disait à l'instant Fanny Martin-Blondel, c'est-à-dire à la fois l'aspect d'urgence à gérer, mais aussi le long terme qu'il faut prendre en compte. Tout à fait, c'est précisément l'objectif et l'ambition européenne qui est de répondre à ce besoin évident qui est de mettre à la disposition à la fois de l'Union européenne mais aussi des Centrafricains un outil qui est de nature à apporter des solutions dans une situation de crise durable et de fragilité qui sera malheureusement durable en Centrafrique. Nous sommes dans un contexte où les indicateurs de développement humain sont particulièrement dégradés. Les dernières statistiques remontent d'avant la crise, où ils étaient déjà très très mauvais, comme l'a indiqué Thierry. Aujourd'hui, on peut imaginer 180e pays sur 187 de mémoire. Oui, tout à fait, voire 184e. Enfin, mais quand on les prend les uns après les autres, que ce soit la scolarité, mortalité infantile, etc., ils sont particulièrement dégradés. Ce à quoi je veux arriver, c'est qu'aujourd'hui, des opérations de type humanitaire ont lieu sur le terrain, elles sont indispensables, elles sont en partie financées par l'Union européenne, mais à côté de ça, il est indispensable de préparer les phases d'un relèvement et poser les jalons vers le développement du pays. À l'heure où l'on parle, malheureusement, les conditions pour mettre en place un dispositif, j'allais dire, classique de développement, comme l'Union européenne le fait un petit peu partout dans le monde, ne sont pas réunies. Nous n'avons pas en face de nous un gouvernement issu des élections, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, les conditions sur place, en termes de sécurité, en termes d'interlocuteurs, ne sont pas non plus réunies. Et puis enfin, on n'a pas la capacité dans cet environnement de planifier des programmes de développement classiques. D'où la nécessité et le consensus qui s'est assez rapidement dégagé en début d'année de créer cet outil qui a pour mission particulière de répondre aux besoins urgents de post-urgence tout en posant les jalons. Comment ça marche? C'est un fonds qui a été créé à l'initiative de l'Union européenne, de la France, de l'Allemagne et des Pays-Bas en juillet dernier. C'est un outil qui bénéficie du concours financier de l'ensemble de ces acteurs. Aujourd'hui, nous disposons de 74 millions d'euros pour mener à bien cette tâche. 74 millions d'euros, c'est beaucoup et peu, j'allais dire. C'est une somme d'argent qui est honorable, mais mise en regard de l'ensemble des besoins de la Centrafrique, c'est assez peu d'argent. D'où la nécessité de se focaliser sur ce pourquoi nous avons été créés, la réponse aux besoins urgents, sans faire de l'humanitaire, c'est-à-dire travailler sur les secteurs qui relèvent de ce qu'on appelle le LRRD, c'est le continuum entre l'urgence, le relèvement, le développement, en particulier la relance des services essentiels, l'eau, l'assainissement, la santé, la relance aussi d'un certain nombre de secteurs sociaux, des opérations qui sont de nature à relancer aussi le tissu économique qui est très fragile, qui a été très affaibli durant la crise, mais qui est nécessaire pour créer les bases et les conditions d'un développement plus durable, ainsi que répondre aux conséquences régionales de la crise. Parce que, comme Fanny l'évoquait, la crise a créé un certain nombre de situations, en tout cas liées à la problématique des réfugiés, de nature à déstabiliser aussi les pays voisins. Donc le Fonds Bécou a pour mission de répondre à un certain nombre de ces conséquences. C'est un outil, lorsqu'on l'a créé, qui répondait aussi à l'ambition de transcender un petit peu la méthode européenne, de mutualiser à la fois les moyens financiers, je l'ai dit, l'expertise, parce qu'il faut avoir à l'esprit que sur place, il y a un nombre très limité d'acteurs
il y a un nombre limité d'expertises de nature à identifier, élaborer, formuler, lancer les fameux projets. Il y a un nombre aussi limité d'expertise du côté centrafricain. Donc nous n'allons pas nous mettre en tant qu'Européens à 4 à solliciter les Centrafricains sur une base de ressources qui elle-même est limitée. Donc nous mettons ensemble nos capacités pour bénéficier mutuellement de la présence sur place de la délégation de l'Union européenne, de la présence sur place de la coopération française, de la présence sur place de l'Agence française de développement, au bénéfice de l'Union européenne, mais in fine, bien sûr, de la population centrafricaine. Vous parlez de 74 millions d'euros. Qui finance? Ce sont les États. Comment ça se passe exactement? Alors, la répartition est la suivante. Sur les 74 millions d'euros, la France participe à hauteur de 10 millions d'euros, l'Allemagne à hauteur de 10 millions d'euros, les Pays-Bas à hauteur de 3 millions d'euros. Et le reste relève de diverses lignes dont je vous épargne le détail, issues soit du Fonds européen de développement, qui est l'instrument de coopération dans les pays d'Afrique, Caraïbes, Pacifique, soit du budget européen, y compris une ligne venant de l'action humanitaire, ce qui manifeste aussi cette mutualisation conceptuelle. Les collègues de l'action humanitaire ont considéré qu'il était justifié de participer à cette aventure, précisément parce que nous allons nous attaquer à un certain nombre de besoins qui relèvent, j'allais dire, du registre humanitaire, mais qui vont au-delà de l'action humanitaire. Philippe Chedan, justement, vous êtes donc directeur adjoint du département Afrique de l'Agence française de développement. Vous participez avec l'AFD au fonds Bécou. L'AFD, c'est dans son nom, c'est plutôt le développement. Et là, on vient de prononcer plusieurs fois, et en conclusion encore à l'instant, le mot humanitaire. Est-ce qu'on est sur le même registre ? Ça fait partie, je dirais, pour nous, Agence française de développement, d'un des défis qu'on a dû un petit peu relever, je dirais, face à cette situation en Centrafrique. Je crois que Jean-Marc l'a rappelé, nous sommes avant tout une agence de développement. Nous n'avons ni vocation ni mandat à intervenir dans des situations d'urgence et sur des registres humanitaires. Pour autant, cette crise, mais aussi avant celle-ci, celle du Mali, avant celle-ci, celle du Liban, on voit bien qu'en fait, l'AFD est confrontée à des situations de crise, et Fanny le rappelait, qui sont malheureusement soit récurrentes, soit chroniques, et qui nous forcent en fait à bouger nos lignes. Et donc ça a été vraiment un des premiers défis, c'est celui de maintenir finalement une activité, voire même une présence. Je dirais, il y a peut-être 10 ou 15 ans, face à des situations comme celle de la Centrafrique, l'AFD fermait et rentrait chez elle et attendait que ça se passe. Je force le trait, mais je dirais on en est là. Aujourd'hui, sur cette crise centrafricaine, on a continué à maintenir le bureau ouvert. On a certes fait rapatrier notre expatrié le temps vraiment de la crise aiguë, mais je dirais l'absence de cette personne, je dirais, n'a pas dépassé 6 mois. Et c'est la première fois que vous le faisiez ? C'est pas la première fois, il y a eu sûrement des situations similaires, mais c'est la première fois où on a tenté en fait de véritablement bouger nos lignes sur, je dirais, une approche globale où de fait, vis-à-vis d'une situation qu'a très bien caractérisé mes prédécesseurs, on sent bien qu'on est, je dirais, plus ou moins aujourd'hui obligé de réfléchir finalement à notre mandat, à notre efficacité, à notre type d'action, pas uniquement par rapport, je dirais, à des instructions politiques. Je veux dire, on est en Centrafrique depuis avant les indépendances. Donc on est un partenaire historique de longue durée. Et on sent bien que vis-à-vis de nos partenaires centrafricains, il y aurait une incompréhension totale à ce que dans ces situations-là, nous ne soyons pas finalement dans la continuité de ce que nous faisons. Or, nous avions effectivement un portefeuille, avec un portefeuille de projets, avec bien évidemment beaucoup de difficultés de mise en œuvre. Et donc ça a été un des premiers défis, c'est maintenir notre présence et maintenir notre activité. Et tout de suite, la question qui vient, c'est quelle finalité à cela par rapport à une situation effectivement extrêmement dégradée. Et le premier défi par rapport à une agence comme celle de l'AFD, c'est le défi de la sécurité déjà. Sécurité où, de fait, ça suppose véritablement que nous soyons présents physiquement. Ça suppose aussi que nous puissions, depuis notre siège, aller en mission. Trop de personnes parlent de ces situations de crise sans être sur le terrain. Et c'est
Je veux dire, pour moi, il y a eu avant et après ma première mission en Centrafrique. Je veux dire, on ne peut pas avoir une analyse pertinente sans véritablement se plonger aujourd'hui dans la situation réelle au niveau du terrain centrafricain. Première image pour moi qui est restée dans ma mémoire, c'est l'atterrissage sur le tarmac, hein, avec d'un côté, grosso modo, 150 000 réfugiés donc du camp Mboko et 150 000 personnes à gauche qui vous regardent l'avion atterrir. Ça déjà, on sent bien qu'il y a un petit sujet quoi, quand on arrive et on prend déjà la mesure de l'ampleur de cette crise. Le deuxième défi pour nous, et ça les prédécesseurs l'ont aussi signalé, c'est avoir ce sentiment qu'on est face à une crise où non seulement on parle de continuum, mais dans le jargon des crises, il y a aussi continuum entre des situations d'accalmie et tout d'un coup une flambée de violence. L'actualité l'a montré dernièrement en octobre. Et donc on est vraiment face aussi à ce défi de dire on doit construire sur des actions urgentes, on doit construire dans la durée avec une volatilité de cette situation sécuritaire qui nous force à être dans une dynamique et une flexibilité extrêmement, je dirais, difficile pour nous. Le troisième aspect, face à ces situations où, de fait, on est obligé de réfléchir simplement et dans des circuits courts d'activité, on est dans un équilibre très précaire entre un besoin de maintenir un dialogue avec des autorités centrafricaines et tout de même adopter des schémas très courts de mise en œuvre de nos activités qui, quelquefois, suppose la mobilisation d'ONG, qu'elles soient internationales ou nationales, de bureaux d'études, de gens présents. Et on est bien, nous, sur une tension où, de fait, notre code génétique d'intervention passe par un dialogue et une maîtrise d'ouvrage nationale, mais dans des situations comme celle-ci, de par, je dirais, leur faiblesse, mais aussi quelque part une question de légitimité, on est bien sur cet équilibre entre maintenir un dialogue avec des autorités faibles et en même temps faire nos activités et passer par des acteurs effectivement en circuit court. L'autre aspect, et ça reste une tension pour nous, bien évidemment, c'est de pouvoir aller au-delà de Bangui. On a forcément, je dirais, un tropisme qui peut s'expliquer assez facilement, y compris pour des questions de sécurité, où en même temps on a Bangui qui forcément concentre des besoins très très importants, mais également un intérieur du pays sur lequel la présence effectivement de l'aide, le redémarrage d'une économie de base est essentiel pour l'équilibre du pays. Donc cette tension aussi de Bangui et intérieur de Bangui s'est fait sentir. Le dernier point de défi et de tension, c'est que bien évidemment nous sommes un acteur, et la France est très présente à Bangui, nous sommes un opérateur français extrêmement attendu, sauf que bien évidemment dans ces situations-là, nous ne pouvons rien seuls. Donc c'était aussi, je dirais, le défi non seulement de l'articulation et de la coordination entre bailleurs bilatéraux et multilatéraux. Pour les bilatéraux, c'est simple, nous sommes les seuls, donc ça va plus vite. Mais avec effectivement une panoplie d'acteurs multilatéraux extrêmement diversifiés, notamment avec le système des Nations Unies, mais également et surtout avec la Commission européenne, avec ce sentiment que nous avons tout de suite porté avec l'initiative du Fonds Bécou, qu'il y avait une réponse européenne à tenter de monter de façon un petit peu innovante, de façon visible, et c'est un petit peu l'aventure du Fonds Bécou. Alors la réponse est évidemment intéressante, néanmoins est-ce qu'elle ne vient pas un peu tard? Thierry Vircoulon le rappelait, Fanny Martin Blondel également, la crise existe depuis plus longtemps que 2013, elle est structurelle, pourquoi ça a mis autant de temps finalement? C'est-à-dire que, je dirais, là-dessus, on travaille forcément sur des temps longs. Et donc, on accompagne, je dirais, des dynamiques qui sont, de ce point de vue, largement perfectibles. Je dirais, voilà, on peut se retourner vers le passé et de fait constater, comme Thierry l'a rappelé, qu'on est vraiment sur un pays failli dans lequel, forcément, il y a, du point de vue de l'efficacité de l'aide internationale, forcément des questions à se poser. Sauf qu'on n'a pas le choix de se retourner derrière. Il faut qu'on avance. Et le pari, c'est bien celle-ci. C'est de toute façon, à l'inverse d'autres crises, on peut peut-être prendre le cas du Mali, on peut se référer à une situation ex-ante. Je veux dire, dans le cas de la RCA, la référence, elle n'existe pas. Il y a tout à construire, donc c'est aller de l'avant. Et en cela, je dirais, le propos et la finalité du Fonds Bécou, c'est bien de tenter de concilier des actions d'urgence simples, à effet rapide, qui répondent à des besoins extrêmement prégnants des populations,
et sans injurier l'avenir, pour construire avec des autorités, qu'ils soient publiques ou privées, un État et une économie durable. Et c'est pour ça que ce que nous faisons en même temps que ces actions d'urgence, comme ce qu'on a fait sur la santé avec la Croix-Rouge française et la Croix-Rouge centrafricaine, nous faisons le pari osé de développer un programme de renforcement de capacité des maîtrises d'ouvrage, qu'ils soient d'ailleurs publiques, parapubliques ou privées. L'idée étant que, certes, aujourd'hui, on doit adopter des circuits courts, on doit adopter des effets coup de poing dans nos activités, nos projets, mais l'idée, c'est de se projeter dans un avenir dans lequel, forcément, à un moment, la Centrafrique sera un État viable, avec une économie, effectivement, qui permettra à sa population de vivre correctement. Fanny Martin-Blondel a fait un petit signe, je crois qu'elle veut prendre la parole. Tout à fait. Non, c'est simplement rebondir sur ce que vous avez dit tous les deux. C'est essentiel aujourd'hui d'articuler urgence et développement, ou action à plus long terme, en tout cas. Pour nous, intervenants directs sur le terrain qui bénéficient de ces financements-là, ce qui est essentiel, et c'est vraiment un signal vraiment très positif de voir qu'il y a une coordination qui se fait aujourd'hui entre les différents bailleurs de fonds de développement, habituellement de développement, et aussi également humanitaire, puisque là, sur le fonds Bécou, on a une articulation entre DEVCO, entre ECO qui se fait, donc c'est vraiment intéressant. Ce qui est aujourd'hui vraiment attendu au niveau du terrain, c'est que ces outils qui nous permettent d'articuler urgence et développement et cette flexibilité de manière à véritablement nous offrir la possibilité d'intervenir rapidement. C'est-à-dire que de faire de l'urgence avec des outils de développement, malheureusement, c'est pas possible. Et je pense que ça, c'est des préoccupations qui sont largement entendues, mais je réinsiste là-dessus, parce que c'est une des grosses attentes qu'on a vis-à-vis du fonds Bécou, parce qu'on a eu aussi pas mal de discussions sur est-ce que le fonds Bécou va nous permettre d'intervenir dans le nord du pays. Bon, je ne rentre pas dans les détails maintenant, mais simplement de se dire oui à ce genre d'outils innovants qui nous permet de penser et d'ouvrir un petit peu des cases d'urgence, développement qui sont très souvent limitantes dans nos interventions, mais oui, il faut faire attention à ce que les outils nous offrent la facilité, la flexibilité pour intervenir rapidement, mais paradoxalement d'avoir suffisamment de temps pour déployer des choses à plus long terme. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais... C'est tout à fait clair. Vous avez compris aussi dans la salle ? Il me semble que c'est assez clair. Irshad Razali, évidemment qu'on attend votre réponse. Est-ce que le fonds Bécou peut être cet outil ? Évidemment. Évidemment. Quelle surprise. Non. Lorsqu'on a créé ce fonds comme outil, la préoccupation était bien celle que vous avez évoquée. D'une part, la résilience, le concept de résilience, le concept de lien entre urgence, relèvement, réhabilitation, malheureusement, existe depuis quasiment une vingtaine d'années. C'est un concept qui a été promu parce qu'il répond à une réalité évidente, quelle que soit la nature d'une crise, que ce soit le séisme en Haïti, que ce soit le tsunami, que ce soit une crise politique. Il y a toujours une phase, malheureusement, de grande confusion, d'affaiblissement des capacités locales, peut-être de frénésie des donateurs, que ce soit, et des acteurs, que ce soit humanitaires ou des donateurs actifs dans le domaine du développement. Mais le constat est toujours le même. Il y a un manque de coordination, il y a un manque d'efficacité, il y a trop d'argent qui arrive trop tard, mais sur une durée trop courte. Et au total, on se rend compte, comme vous le disiez à juste titre, qu'on essaye de répondre à des besoins nouveaux avec des instruments anciens, taillés pour d'autres missions. C'est ce que vous vouliez dire lorsque on ne fait pas de la réponse d'urgence avec des outils du développement. Alors précisément, lorsqu'on a créé le fonds Bécou, on l'a doté de moyens financiers, donc ça n'est pas qu'un concept, et on l'a doté aussi d'une mission et de marge administrative, de flexibilité. Ça nous permet justement de mobiliser, de travailler avec des acteurs humanitaires parce qu'ils sont déjà sur le terrain, parce qu'ils savent faire vite, c'est dans leur ADN, ils savent faire vite, ils sont répartis sur peut-être pas l'ensemble du territoire, mais ils couvrent une bonne partie du territoire, ce qui est aussi un impératif. J'insiste sur cet élément. Travailler sur Bangui, c'est bien.
Travailler sur Bangui, c'est peut-être facile, ça ne l'est pas forcément, mais travailler sur l'ensemble de la Centrafrique, c'est un enjeu qui est difficile, mais c'est un enjeu qu'on doit relever pour des considérations d'équité, pour des considérations politiques, pour des considérations aussi de démonstration d'efficacité. Et pour répondre à cette question, nous sommes en mesure, avec les moyens dont on a été doté, au-delà des moyens financiers, mais aussi des moyens, comme je disais, administratifs et réglementaires, de travailler avec des acteurs dans le domaine humanitaire sur des projets qui ont pour vocation le développement, qui ont pour vocation de préparer les phases de développement et d'engager le développement, y compris en coordination avec les programmes de développement plus classiques qui seront lancés lorsque les conditions seront réunies. Mais c'est bien les conditions, l'ambition. Il n'y a pas de préconditions. J'allais dire, c'est l'évidence même lorsque vous travaillez dans un pays qui est soumis à une telle situation de fragilité que vous n'êtes pas en mesure de mener un projet classique qui requiert l'intervention des autorités locales, leur input, ce genre de choses. Donc on répond à des besoins urgents. On essaye de répondre, de mettre en place des projets qui sont de nature à dégager un impact visible et rapide au bénéfice des populations. Et on pose les jalons de projets plus structurants dans une phase qui peut être ultérieure, de manière à, on va dire, étendre les conséquences et les retombées de cette première phase dite d'urgence. Je vais passer la parole à Thierry Vircoulon du programme Afrique de l'International Crisis Group. Et puis juste après, on regardera, parce que nous l'avons en vidéo, la ministre centrafricaine qui s'occupe du plan, qui est précisément à son intérêt dans le fonds Bécou, qui nous expliquera ce qu'elle attend du fonds Bécou. Mais Thierry Vircoulon, c'est à vous d'abord. Oui, merci. Non, mais comme on l'a dit, en effet, le challenge de ce type de situation, c'est d'agir à court terme en pensant long terme. Et c'est ça la difficulté, c'est ça le défi. C'est vrai que le LRRD, comme le disait Irshad, était un concept complètement désincarné à Bruxelles avant qu'on invente le fonds Bécou. Et c'est un très bon développement parce que ça permet en effet de sortir des schémas d'intervention trop classiques. Oui, le continuum entre l'urgence et le développement, qui s'appelle d'un nom barbare, le LRRD à Bruxelles. Appelons-le le fonds Bécou, alors maintenant, ce sera plus simple pour tout le monde, c'est ça que vous voulez dire? Voilà, c'est la réalité du LRRD, c'est le fonds Bécou, en tout cas sa réalité financière. Et donc c'est bien d'essayer de sortir du schéma d'intervention traditionnel qui, en effet, ne peut pas coller dans un État failli. Mais au-delà de ça, il faut quand même se poser deux questions, parce qu'on parle de sortie de crise, on parle de reconstruire un État, etc. Donc il faut se poser la question de savoir, quand on parle de long terme, combien de temps dure le long terme, c'est-à-dire quel est l'horizon temporel de l'intervention, parce que je crois que du développement, on en fait en Centrafrique depuis 1960. Et puis après, il faut se poser la question aussi de savoir pour faire quoi. Alors évidemment, il y a toute la question des besoins humanitaires qui est une question à traiter immédiatement, et ça se fait en ce moment. Mais quand on s'inscrit dans un temps long, il faut se demander ce qu'on va reconstruire. Si on parle de reconstruire un État, bon, bah, ça peut durer plusieurs décennies, en effet, et puis c'est pas du mécano non plus. Et après, il faut se demander si ce qu'on veut reconstruire, c'est ce qu'il y avait hier, ou si on veut construire quelque chose de nouveau. Et donc, comme on parle de long terme, quand on parle de poser les bases du développement, certaines personnes pourraient dire que peut-être on a essayé de faire ça depuis 1960 en Centrafrique. Donc il faut rentrer et analyser véritablement ce qu'on entend par base du développement dans cette partie du monde. Voilà, et je le disais donc, si tout va bien, c'est les aléas du direct, c'est un petit problème technique, mais on devrait avoir l'interview normalement de la ministre centrafricaine du plan qui s'appelle Florence Limbio, qui évidemment n'a pas pu être avec nous ce soir. Si je peux faire fonctionner cette chose-là.
Dernièrement, les pays qui aident la République centrafricaine dans cette crise ont créé un fonds fiduciaire dénommé Fonds Bécou. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce fonds? C'est un fonds qui a été créé justement par l'Union européenne, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas. Ce fonds, c'est un premier exemple de fonds créé par l'Union européenne. Ce fonds a été créé pour aider notre pays à mettre rapidement en œuvre un certain nombre de projets. En fait, les procédures habituelles des bailleurs prennent énormément de temps, alors que dans le cadre de ce fonds, on peut très rapidement écrire des fiches projets, surtout dans le domaine de la santé, de l'éducation, dans le domaine des infrastructures. Par exemple, comme vous voyez dans Bangui, il y a déjà les projets à haute intensité de main-d'œuvre qui ont été initiés et implémentés par l'AFD, qui sont des projets visibles. Vous voyez bien qu'on est en train de travailler sur ces projets. Et aussi dans le domaine de la sécurité alimentaire. Donc ce sont des projets qu'on va très rapidement, ça ne prend pas beaucoup de temps. On élabore ces fiches projets très rapidement et on va au conseil d'administration, au comité de gestion. Dès que le comité de gestion valide, on essaie de préparer les procédures très rapidement pour qu'on puisse décaisser de l'argent et mettre en œuvre ces projets. C'est dans ce sens-là que ce fonds a été créé et je pense qu'il y a il y a pas mal de fiches projets qui ont été déjà élaborées et validées et qui vont être très certainement mises en œuvre dans les prochains mois, prochaines semaines, je veux dire. Au-delà de ce fonds Bécou, dites-nous, Madame la Ministre, quelles sont vos attentes vis-à-vis des partenaires au développement de la République centrafricaine? Je pense que les partenaires au développement sont présents, ils sont là, ils sont présents, ils nous aident beaucoup, ils sont à notre écoute. Les partenaires au développement, nos partenaires techniques et financiers, par exemple l'Union européenne, l'AFD, la Banque mondiale, le PNUD, je pense que toute la communauté internationale, toute la communauté des bailleurs de fonds vraiment sont très très proches de nous. Ils nous aident beaucoup à mettre en œuvre des projets. Nous avons beaucoup de défis. C'est un peu ça le problème, mais ils sont là, ils sont bien présents et ils sont à nos côtés pour que nous puissions adresser les réponses à ces défis-là. Les attentes actuelles, c'est qu'on puisse poursuivre toute cette relation, cette confiance mutuelle que nous avons entre nous, qu'on puisse poursuivre ces relations en allant dans le sens d'aller plus en profondeur. En fait, on a ciblé un certain nombre de projets, on a beaucoup travaillé sur plusieurs projets. Maintenant, ce dont on a besoin, c'est d'aller à l'intérieur du pays, dans le domaine de la santé. Il y a beaucoup de besoins. Dans le domaine de l'éducation, il y a beaucoup de besoins. Dans le domaine de l'agriculture, comme on disait tout à l'heure, il faut absolument qu'en avril-mai, qu'on lance la campagne agricole. Il faut qu'on arrive à lancer la campagne cotonnière. Il faut qu'on arrive à travailler sur le secteur café. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et ce qu'ils ont déjà fait, nous ne pouvons que les remercier. La communauté internationale est proche de nous et nous pensons que nous allons poursuivre nos relations et travailler ensemble, main dans la main, pour qu'on arrive à relever et à refonder la République centrafricaine. Nous vous remercions, Madame la Ministre. Merci. Philippe Chédan, peut-être une réaction de ce qu'on vient de voir, ou oui, l'idée en tout cas de la simplification administrative qui est aussi en vigueur en ce moment en France avec un projet de loi sur cette question-là semble importante également en République centrafricaine. Première remarque je ferai, c'est que on a vraiment devant nous
des gens, et Madame Libion en fait partie, admirables, hein, d'un investissement, d'un parler juste, qui force le respect quelque part. Hein. Bon, bien sûr, c'est variable selon les membres du gouvernement, mais il se trouve que c'est notre principale interlocutrice. Et vraiment, je voudrais rendre hommage à Madame Limio, parce que forcément, travaillons dans des conditions difficiles. Hein. Dernière mission d'instruction de notre aide budgétaire globale, une réunion à laquelle a participé, venait nous informer qu'un de ses collaborateurs venait de se faire tuer dans un attentat. Donc, bien évidemment, des conditions extrêmement difficiles pour ces gens, et pourtant un investissement extrêmement fort. Je me souviens d'une intervention de Madame Limio aux assemblées annuelles de la Banque africaine de développement à Kigali, disant mais moi je suis pas un politique, je suis une technocrate, et j'essaye finalement de vraiment œuvrer le temps qu'on me le permet au redressement de ce pays. Et c'est vrai que c'est pour nous, développeurs, je dirais, des gens avec lesquels on a envie de travailler. Et cela, c'est donc Madame Limio dans le gouvernement, mais c'est aussi forcément des gens au niveau des centres de santé, avec une abnégation, un investissement extrêmement fort. Sur la simplicité, ça a été un de nos défis, parce que la simplicité, ça veut dire forcément dégrader nos exigences par rapport, je dirais, à ce qu'on fait d'habitude. Très, très simplement, pour nous, l'instruction d'un projet au niveau de l'AFD, banalement, ça prend 1 an. Et si c'est 9 mois, on est très content. 1 an, c'est une moyenne, et ça peut prendre plus longtemps. Donc il fallait véritablement, je dirais, forcer les lignes, là encore, pour dire le projet idéal qu'on va faire dans 1 an, certes, peut-être qu'il est super, mais en fait, il ne sert à rien, parce qu'on ne sait pas dans 1 an comment la situation va évoluer. Donc, ce qu'on a, nous, besoin vis-à-vis d'un soutien à apporter aux populations, c'est quelque chose qu'on est capable de mettre en œuvre dans 3 mois. Et cette simplification, au sein de la maison, elle est force d'innovation, elle est force de libérer de la flexibilité, avec en plus le fait qu'il y a une prise de risque évidente, non pas seulement sécuritaire, mais sur l'atteinte d'objectifs qui, de fait, est totalement volatile. Donc on est bien sur des situations particulièrement inconfortables pour une maison comme l'AFD, mais l'idée c'est, on prend le risque, on simplifie, mais on est au moins, je dirais, dans la satisfaction de tenter de répondre à des besoins urgents, essentiels. L'erreur serait de brûler des étapes. L'erreur serait de dire nous avons en face de nous des gens qui sont formés, compétents, tout à fait légitimes. Et c'est bien toute la difficulté, comme le rappelait Thierry, c'est agir aujourd'hui, projeter dans la durée. Mais sous quelles étapes, quoi ? Comment arriver à phaser correctement, à maîtriser un processus sur lequel nous n'avons aucun contrôle, mais dans le sentiment que d'une part, on n'aggrave pas la situation, et on arrive petit à petit à enclencher des résultats de plus en plus ambitieux, d'où, comme le rappelait Irshad dans le code génétique du fonds Bécou, l'idée d'un petit peu phaser nos projets, puisque l'idée c'est bien, aujourd'hui, on intervient le plus rapidement possible, mais on sera encore toujours là dans 5 ans, et dans des environnements qui sont forcément évolutifs en matière de méthodologie d'intervention, ambition, complexité des interventions que nous allons financer. Alors il reste évidemment les limites à aborder pour l'acheminement de cette aide, que ce soit l'aide d'ailleurs d'urgence ou l'aide structurelle. Quels sont, vous me parliez Fanny Martin-Blondel des problèmes de sécurité, quels sont selon vous aujourd'hui les limites, les points délicats qui restent en Centrafrique en termes de sécurité justement ? Oui, merci. Et d'ailleurs, merci du coup de nous inviter à ce genre de forum-là, parce que c'est aussi pour nous l'opportunité d'expliquer un petit peu le travail au quotidien de nos équipes qui prennent quand même encore aujourd'hui énormément de risques. Je vais juste évoquer ici, vous le disiez tout à l'heure, non, ce n'est pas simple de travailler à Bangui. Il y a encore énormément de problèmes sécuritaires à Bangui qui sont liés avec beaucoup de braquages, d'affrontements au sein de la ville, qui limite énormément les mouvements, qui nous oblige à avoir des conditions de gestion de la sécurité très contraignantes pour nos équipes, mais qui nous permettent de maintenir à minima leur sécurité. Effectivement, on peut constater qu'aujourd'hui, il y a eu une amélioration de la sécurité à Bangui, avec des pics pendant l'été, mais notamment aussi en octobre dernier, qui nous font penser que la situation reste volatile, reste éminemment complexe et sur laquelle nous devons être très vigilants. Aujourd'hui, à Bangui, on a
une grosse dizaine d'expatriés présents en permanence à Bangui. Parfois, on atteint presque 19 personnes à Bangui. Donc, c'est important pour nous de maintenir cette vigilance-là. L'ensemble des conditions n'est pas toujours réuni. On assiste encore aujourd'hui à des menaces, des braquages, de la criminalité et des affrontements récurrents dans certains quartiers très chauds de la ville. Et ça, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est effectivement aussi ces conditions sécuritaires qui expliquent pourquoi on a encore presque 40 000 déplacés à Bangui. Donc on peut travailler à Bangui plus facilement qu'en province, et c'est là où je viens sur le deuxième point. Nous qui travaillons dans le nord du pays et à l'ouest, mais tout particulièrement dans le nord du pays, cela reste encore très très difficile de travailler. Les conditions sont effectivement pas encore tout à fait réunies, notamment dans le nord du pays, pour pouvoir commencer à penser à un véritable développement ou des solutions durable, avec un travail avec les capacités locales, le renforcement. Donc ça viendra certainement dans une phase ultérieure, mais en tout cas il y a des besoins urgents auxquels il faut répondre, notamment pour ne pas rater la saison agricole. La ministre le disait juste avant, notamment dans le secteur de la santé, où les centres de santé ont encore besoin. Pour nous, on considère que les besoins justifient la prise de risque que nous avons aujourd'hui au quotidien pour travailler dans ces zones-là, mais surtout aussi pour acheminer l'aide entre Bangui et, je pense à cette ville de Ndélé, donc dans la Bamingui-Bangoran, dans le nord du pays, qui est un axe sur lequel il y a énormément d'incidents sécuritaires visant des humanitaires. C'est un véritable casse-tête au quotidien de pouvoir acheminer, faire partir un camion de Bangui jusqu'à Ndélé. Ça prend très longtemps, ça demande beaucoup de logistique, c'est très chronophage et évidemment c'est un obstacle substantiel à notre capacité de répondre rapidement. Donc pour nous, l'un des enjeux aujourd'hui en tant qu'acteur humanitaire, c'est qu'on continue les efforts qui commencent, mais qui sont encore malheureusement insuffisants pour assurer la sécurité sur les axes permettant d'arriver dans les villes de province. La coordination civilo-militaire existe et permet d'avancer. Malgré tout, c'est encore insuffisant et il y a encore énormément de risques pour prendre ces axes-là aujourd'hui. Ça ralentit l'acheminement de l'aide humanitaire et c'est quelque chose qui nous préoccupe énormément. La deuxième chose qui nous préoccupe énormément, et j'arrêterai là après, c'est que effectivement aujourd'hui la casquette humanitaire qui dans plusieurs pays pourrait nous protéger. En Centrafrique, malheureusement, c'est pas une casquette qui nous protège et ça peut même parfois augmenter les menaces et les risques que nous prenons. Et ça, c'est tout un travail de plaidoyer, de communication, de sensibilisation sur le rappel des valeurs qui nous animent, des principes qui nous animent en termes de neutralité, d'indépendance. Mais malheureusement, ce n'est pas encore toujours suffisant et on attend des améliorations là-dessus pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles. Et malheureusement pas qu'en Centrafrique, et on peut louer évidemment le travail admirable que les humanitaires font en général dans toute l'Afrique et aussi pas qu'en Afrique d'ailleurs. Vous vouliez réagir, Irshad Razali du Fonds Beku? Oui, puis nous passerons ensuite à la conclusion. Très rapidement, c'est une illustration pratique de ce en quoi le Fonds apporte une innovation par rapport à ce qu'on fait dans un contexte plus classique de développement. Compte tenu de ce climat de volatilité, ce qui est possible aujourd'hui peut ne pas l'être demain, ce qui n'était pas possible ou envisageable hier le sera peut-être demain, sur l'identification des localités, en particulier en dehors de Bangui, dans lesquelles on se propose de mener un certain nombre de projets. Je pense à la santé, je pense à la sécurité alimentaire, etc. Nous travaillons sur la base d'hypothèses, c'est-à-dire qu'on lance, à l'heure où nous parlons, un certain nombre d'actions dans le domaine de la santé, avec des ONG humanitaires, pour le coup, dans le nord, dans le centre, dans l'est du pays. Birao, c'est à l'extrême nord-est du pays, avec la faculté de déployer, d'annuler ce projet et de le déployer ailleurs si c'était nécessaire. Dans une fiche de projet classique, je suis désolé, c'est un peu bureaucratique et jargonneux, mais dans une fiche de projet classique, lorsque vous engagez à dépenser une somme X sur une localité Y et que pour des raisons
qui échappe à votre volonté et vous ne pouvez pas le faire, il faut déconstruire le projet avant de le relancer ailleurs. Et là, ça prend non pas 1 an, mais 2 fois 1 an. Aujourd'hui, on est capable de le faire dans l'espace de quelques semaines, voire de quelques jours. Donc, ne serait-ce que ça, alors c'est bête comme jour, vous allez me dire pourquoi on n'y a pas pensé depuis les 60 dernières années qu'on fait de l'aide. Je ne sais pas, en tout cas, voilà, on s'en félicite, c'est nouveau, c'est le genre de choses qui nous permet d'agir de manière plus flexible, plus agile dans ce type de contexte. Philippe Chédan, mais très court, puisque la salle attend. Ce que je voulais dire, c'est ce que vient de dire Fanny aussi est extrêmement important. C'est-à-dire que pour nous, AFD, intervenir en Centrafrique, ça suppose véritablement d'instaurer un dialogue permanent et étroit avec des acteurs qui connaissent le terrain, qui connaissent des situations de crise. On a les ONG, on a aussi les forces militaires, parce que forcément, ils connaissent le terrain et en même temps, ils sont capables aussi d'aménager des espaces de sécurité pour nos interventions. Et là aussi, l'AFD a beaucoup appris. C'est pas totalement nouveau, mais en Centrafrique, je dirais, il est inconcevable de pouvoir intervenir, je dirais, avec des œillères. Et ce dialogue, qui souvent est piloté par l'ambassade de France sur place, avec d'autres intervenants, nous amène véritablement à apprendre aussi de ces acteurs en termes de gestion de la sécurité, connaissance du terrain. Et ça, c'est quelque chose aussi sur lequel on a bougé un petit peu nos lignes en termes de modalités, de concertation, avec des acteurs qui n'étaient pas dans notre sphère habituelle, je dirais, de proximité, lorsqu'on collabore dans un pays donné. Avec la difficulté, peut-être Thierry Vircoulon, ce serait la dernière question, mais de s'appuyer sur un État qui, pour l'instant, existe assez peu en Centrafrique, ou alors quand il existe sur une autorité de transition qui n'est pas reconnue par l'ensemble des Centrafricains. Et qui n'est pas reconnu par l'ensemble des Centrafricains, qui est assez largement virtuel, puisque, comme le disait Fanny, le gouvernement de transition ne contrôle même pas la capitale. Par contre, les groupes armés contrôlent une bonne partie de l'intérieur du pays. Et puis évidemment, outre la question de la légitimité du gouvernement de transition, il y a son effectivité qui a été mise en cause gravement dans les derniers mois, et également son intégrité qui a été questionnée à de multiples reprises. Donc ça donne un peu une impression en effet de crise durable, comme on le disait, parce que les éléments de la sortie de crise sur lesquels on voudrait s'appuyer, c'est-à-dire un gouvernement de transition, une mission des Nations Unies et des élections, sont assez flottants pour essayer de trouver le bon terme. D'une part parce que le calendrier électoral prévu pour l'année prochaine est déjà complètement irréaliste, parce que, comme je disais, le gouvernement de transition a une substance quelque peu molle, et puis enfin parce que la mission des Nations Unies risque de se retrouver face aux problèmes habituels des missions des Nations Unies, et donc de ne pas être en mesure d'améliorer substantiellement la sécurité qui est importante pour agir en dehors de Bangui, enfin dans Bangui d'une part, et après en dehors de Bangui, comme on le disait. Donc tout ça devrait nous conduire en effet à être dans une planification de long terme qui nécessite de la flexibilité. Mais là encore, je repose la question pour créer quoi ou restaurer quoi au-delà du traitement de l'urgence humanitaire qui là était une urgence de court terme, etc. Donc en effet, il faut se mettre dans du long terme, il faut définir ce long terme, parce que je pense qu'avec 60 millions, ça risque d'être un long terme assez court, il faut savoir ce qu'on veut reconstruire en RCA.